Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Sailors, le média des passionnés et des professionnels de la voile de compétition. Sailors, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, un studio de production de contenu, une conférence annuelle sur la voile de compétition Sailors Connect, ainsi qu'un festival du film, le Sailors Film Festival, que vous pouvez retrouver sur sailors.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Les IMOCA sont les monocoques de course au large les plus rapides au monde. Cette flotte pionnière dans la réduction de son impact sur les océans réunit navigateurs et navigatrices sur la même ligne de départ. Les skippers disputent les IMOCA Globe Series, le championnat des plus grands marins et des plus grandes courses. Un spectacle permanent, 1000 après 1000. Suivez la flotte la plus rapide, la plus innovante et la plus engagée de la course au large. Nous sommes toujours à l'hôtel Vertim, juste en face de la place du Vendée Globe, et nous accueillons pour ce deuxième épisode spécial de Pause Report en partenariat avec la classe IMOCA. Hier, nous recevions Ambrogio Beccaria et Sam Goodchild, et aujourd'hui, c'est au tour d'Élodie Bonafous, 4e de la course à bord d'Association Petit Prince Keguiner. Salut Élodie. Salut. Qui est accompagnée de Francesca Klapsich, 5e à bord d'Eleven Sour. Salut Francesca. Salut. Francesca qui va répondre à nos questions en français. Merci beaucoup franglais. de l'effort. Et surtout, si je parle trop vite, tu me dis. Et puis, on t'aidera à faire un peu de globish si besoin est, oui. pour essayer de mieux comprendre. D'abord, merci à toutes les deux d'avoir répondu à notre invitation et de venir. Là, on est sur le rooftop de l'hôtel Vertim. Hier, on était dans la salle à manger et près des cuisines, et là on est au dernier étage, un petit courant d'air frais alors que le cagnard tape. On est bien accueillis. On est pas mal. Oui. Ouais. Bon, et ce qu'il faut préciser, c'est qu'on résiste à la commande des cocktails parce que le bar est juste en face. Derrière. Voilà, et c'est le temps de choisir lequel on voudra pour exactement, la fin du podcast. Voilà, exactement. Il faut résister encore un petit peu. Hydratation après de la course. Voilà, c'est très important. Comment vous avez récupéré au bout de 24 heures de cette course qui était aussi intense physiquement que mentalement, Élodie? Elle va être un peu longue cette récupération. J'ai pas misé toute ma récupération sur les 24 premières heures de l'arrivée, entre nous en toute honnêteté. C'est sûr que quand tu arrives d'une course comme ça, qui a demandé énormément de temps de préparation avant la course, qui a généré beaucoup de stress avant la course, qui a demandé un effort physique et mental, comme tu dis, hyper intense sur un peu plus de 8 jours, je crois qu'on a fait en mer. La fatigue accumulée, elle est énorme. Mais tu arrives un peu, tu tiens un peu sur l'euphorie, tu retrouves l'équipe, tu retrouves le public, il y a une super ambiance à terre. Il y a un chouette bar en bas, il y avait une belle soirée d'Ambrogio chez Cali. Chez Cali en plus. C'est quand même en IMOCA quand même, alors que le concurrent n'est pas encore arrivé, on fait la fête chez lui. Chez lui, merci à lui. Voilà, c'est Arnaud Boissière qui a loué son hangar le temps de la soirée. Et évidemment, toutes les équipes sont invitées, même si c'est le premier qui organise. Ouais, donc on n'a pas misé sur une nuit de récupération des plus paisibles, mais par contre c'était un chouette moment de partage, et là maintenant on va commencer à faire la sieste, à bien dormir, bien manger et essayer de s'en remettre physiquement, mentalement, voir l'ostéo et tout ce qui peut aller avec. Très bien. Francesca, toi, au bout de 24 heures, comment tu te sens physiquement, mentalement? J'ai dormi beaucoup des heures pour la nuit, et ce matin, c'est bonjour le monde. Avec beaucoup de café pour la survival pour survivre, ouais. Oui. Et non, mais clairement, les mêmes qu'Élodie, non, petit focaliser la sieste, dormir, manger, oui. Et clairement, avec l'équipe, pour tous les débriefs. Aujourd'hui, j'ai passé beaucoup de temps pour les bateaux avec l'équipe. Ouais, tout de suite, les débriefs techniques sur ce qui s'est passé, sur il faut changer une voile, là ça n'a pas marché, il faut retailler ça, etc. Ouais. Tout de suite, les débriefs se font à chaud? Pour moi, c'est très important de partager avec l'équipe as soon we arrive. Dès que tu arrives, oui. Oui, parce que c'est important pour l'équipe après, pour la priorité des travaux. Et les programmes de notre équipe pour cette année, c'est très très intense, beaucoup de courses. Nous allons aux États-Unis la dernière semaine de juillet. Donc, pour les faire du Ocean Race Atlantique. Ouais. Et c'est pas beaucoup de temps pour les donc il y a une transat à faire. De les summers. Donc c'est très important pour l'équipe, les priorités de la job list.
Et pour moi, c'est super fraîche. Donc pour le matin, aujourd'hui, ils avaient, oui, c'est la coûte ici, c'est pas mal, il n'a pas mal. Ouais. Elodie, pareil, toi, tu fais les choses à chaud pour que tu aies tout en tête. Et puis, j'imagine que tu arrives peut-être avec une job list qui est déjà écrite. Ouais, je leur ai tapé un bon roman en mer. Heureusement que des petites choses, mais en fait, c'est plein de petits détails qu'il faut pas oublier parce que c'est des cumulés de petits détails qui font que les systèmes marchent et fonctionnent bien. Et du coup, nous, on a fait un gros point aujourd'hui aussi. Alors, on a choisi de le faire à la maison, au calme. Mais l'idée, c'est de détailler vraiment tous les événements que j'ai rencontrés en technique sur le bateau. Tout ce qui a marché, pas marché, tout ce qui est abîmé, cassé, et surtout de pouvoir faire une analyse de toutes ces choses qui ont cassé, de pourquoi ça a cassé, est-ce qu'il y a un événement anormal qui est survenu, et comprendre toute la mécanique, parce qu'en fait c'est ça le fonctionnement de la fiabilisation d'un bateau. Et du coup c'est bien de le faire tôt, parce que je pense que nous on est encore bien connectés sur notre course. Au bout de quelques jours, en fait, tout devient un peu plus flou. Et de prendre vraiment le temps de décomposer chaque chose pour que l'équipe ait la meilleure compréhension possible de comment ça se passe, quelles sont les problématiques. Et sur une course comme ça, je pense qu'il y a énormément d'enseignements à tirer sur les utilisations des bateaux. On va y revenir. Et est-ce qu'il y a différents stades de débrief ? C'est-à-dire que là, tu es dans le détail, le point précis. J'ai cette écoute qui rague quand je mets la short sheet du Solent ou je sais pas quoi. Et est-ce qu'il y a un deuxième stade qui est où tu prends plus de recul ? Est-ce qu'il y a une phase de décantation ? Je ne sais pas si Francesca peut comprendre ce que c'est que la décantation, mais est-ce qu'il y a d'autres informations qui arrivent dans un second temps et dont on prend conscience un peu plus tardivement ? Avec les vents, la décantation exactement, des vents. Exactement. Carrément. Et oui, les problématiques techniques, c'est pas nécessairement beaucoup de décantation. Parce que c'est justement, c'est la problématique. Voilà, mais au-delà de la technique, justement, peut-être au niveau stratégique. Oui, pour moi, c'est les plus compliqués, c'est que les bateaux, c'est un bateau pas nouveau. Donc les bateaux, c'est construit around Boris. Oui, c'est l'ancien bateau de Boris Herman. Voilà. Et donc c'est un petit peu d'optimisation pour moi, pour la différence entre les skippers. Et pour Boris, non, c'est facile. Pour moi, c'est très dur. Donc c'est différent et partager avec l'équipe, c'est important. Ok. Elodie, toi, est-ce que tu penses que dans un second temps, tu vas aussi tirer d'autres enseignements justement, quand on est à chaud, on n'a pas forcément beaucoup de recul. Ouais, c'est sûr que là, on est vraiment dans des choses factuelles, des listes, des choses qu'on a vues, des choses qui ont été notées, qui sont visuelles, de ce que l'équipe a pu voir sur le bateau aussi en arrivant. Et après, il y a plutôt dans un second temps, il y a le débrief performance qu'on fait avec les personnes qui bossent en data et en analyse de perf. Et moi, ensuite, après tout ça, j'essaye de faire un dernier débrief, souvent écrit à l'équipe, qui explique où est-ce que j'en suis dans la maîtrise du bateau, où est-ce que j'en suis dans les connaissances, plutôt on va dire réglage et perf en fait de l'utilisation des bateaux, les idées que je pourrais avoir de pistes dans lesquelles on pourrait travailler, etc. Et du coup ça c'est des choses qui viennent plutôt, je dirais 2 semaines après, 1 ou 2 semaines après, et que je leur envoie, et c'est plutôt les pistes de travail qu'on peut imaginer. Mais la priorité d'abord en fait c'est de répondre aux besoins techniques précis, des choses qui sont abîmées, cassées, qui sont d'abord la priorité. Comme Francesca dit, elle repart, nous là on va faire un chantier d'été, mais elle va aux États-Unis, donc la priorité c'est qu'est-ce qui ne marche pas aujourd'hui, on le répare. Ouais, là, c'est un enjeu de planning. Mais du coup, sur la partie débrief performance, est-ce que tu es accompagné pour peut-être refaire la stratégie, dire je suis parti à gauche parce que je pensais qu'il se passerait ça et en fait il s'est passé ça. Est-ce que tu vas aussi loin dans le débrief que ça avec je sais pas la personne avec qui tu travailles en météo ou Ouais, si, je pense que j'aurai un bon débrief de la course. Donc pour ça, je travaille avec Paul Meillat qui m'a aidé sur la préparation de cette course, de pouvoir débriefer, de reparler. En fait, c'est autant de la décision météo, mais aussi de l'utilisation du bateau. Je sais que je lui ai posé beaucoup de questions avant le départ de la course en disant là, par exemple, il risque d'y avoir des changements entre ces voiles-là. Est-ce que il vaut mieux le faire comme ça ? Est-ce qu'il vaut mieux le faire comme ça ? Et de là, de pouvoir lui dire j'ai testé ça, j'ai trouvé ça pas bien, ou ça finalement je trouvais que ça marchait plutôt bien. Donc il y a ça. Et après, moi je travaille avec Martin Lepape en data analyse de perf. Et ça va être vraiment. Donc moi là, il faut que je lui fasse un compte rendu qu'on a un logiciel, un onboard assistant à bord qui dit là j'avais telle voile, etc. Il y a toutes les datas qui sont aussi enregistrées numériquement via la Bravo qui sortent sur des logs. Et moi, il faut aussi que je lui fasse... La Bravo, c'est la... je sais jamais comment expliquer ce truc de la Bravo. C'est une centrale très intelligente qui rassemble toutes les données du bateau et qui les ressort numériquement pour qu'elles soient exploitables, exactement. C'est un truc bien
bien geek, bien plus que mon niveau de geek. Mais par contre, nous, notre travail de skipper, c'est de remettre des ressentis et des questionnements sur ces données pour que la personne qui travaille sur ces données sache pourquoi je vais regarder le trim, donc c'est l'assiette longitudinale du bateau, en corrélation avec le réglage du foil, un foil, deux foils, et c'est de réussir à faire une synthèse de qu'est-ce que j'ai essayé, pourquoi, quelles sont les questions que je me suis posées, quels sont les axes de travail qu'on peut avoir aussi en performance. Très bien, on voit que le travail, pour une semaine de course, il y a beaucoup de jours de travail derrière. Et toi, Francesca, tu as le même process de débrief, performance pareil, oui. Ouais. Et normalement, j'ai fait un débrief de la stratégie de la course avec les points clés de la décision et de les erreurs. Et c'est comme un report PDF que je partage normalement avec toute l'équipe parce que c'est intéressant pour tout le monde de comprendre aussi. Nous sommes 20 personnes qui travaillent dans l'équipe et les problématiques, c'est les comms team ou les management qui filent, non? Et un petit séparé de la perf. Donc normalement, je partage les... donc tout le monde a toutes les infos, quoi. Oui. Parce que je suis en solo dans le bateau, mais c'est un travail d'équipe. Donc le partage de la stratégie et des erreurs, c'est intéressant. Mais la part de performance, de pure performance, c'est un groupe petit avec ma co-skipper Alberto et Cyril. Alberto Bona, qui est ton co-skipper. Qui analyse les data. Les data de la bateau, c'est énorme. si tu n'as pas un objectif clair de 3-4 points, et tu vas perdre tu te perds dans les data. Ouais. C'est incroyable. Donc, c'est très important que l'objectif c'est très spécifique. Et que tu vas chercher la data, la réponse pour cet spécifique objectif. Parce que c'est la data en général, c'est un rabbit hole. Très bien. Ouais. Et après 24 heures, là on vient de parler de débriefing assez précis, mais du coup quel souvenir vous gardez et quelle sensation vous regardez d'une course comme celle-là, justement pas à chaud dans le chenal? On a discuté hier avec Sam et Ambrogio, où il y avait en plus beaucoup d'émotions, mais après 24 heures ça se décante un peu justement. Quel souvenir et quelle sensation vous gardez de cette course qui est quand même un peu un ovni, hein. C'est pas une transat, on va dans des endroits qui sont pas comme les autres. Il y a beaucoup de nouveautés pour beaucoup de gens, il y a très peu de gens qui ont fait ce parcours-là. Et donc qu'est-ce qui vous reste après 24 heures en termes de sensations, de souvenirs, d'images? Si vous deviez nous écrire une carte postale en rentrant de voyage. Qu'est-ce qu'on raconterait si on écrivait une carte postale maintenant? Moi, personnellement, je sais que quand j'arrive, parce que c'est un mode de fonctionnement que j'ai en mer, c'est qu'en fait, finalement, on se focalise sur l'instant présent et sur du court terme à ce qui va arriver. Et en fait, le passé, c'est du passé. Et du coup, quand j'arrive d'une course, moi, le sentiment que j'ai en arrivant, c'est toujours le dernier sentiment de comment se termine cette course. Donc, moi, il était un peu plutôt dans la frustration hier. Ouais. On va y revenir, ouais. Et par contre, au contraire, je trouve que plus le temps passe, plus tu arrives à reprendre du recul et revoir dans la globalité ce qu'a été la course. D'où ma question de 24 heures après et non plus instantanément. Ouais, tout à fait. Et en fait, plus le temps passe, plus finalement tu arrives à ressortir le positif que tu as envie de faire ressortir, ou le négatif, parce que finalement il faut aussi chercher à ressortir le négatif pour progresser, mais plus tu arrives à être rationnel et objectif sur la globalité, alors que moi quand j'arrive, mais c'est comme depuis que je fais de l'opti, si tu termines en te faisant doubler par 10 bateaux, même si le résultat il est bien, tu fais la tronche en arrivant quand on t'amène ta remorque là sur la plage. Et en IMOCA c'est pareil, donc c'est toujours un peu le sentiment final qui dicte ton humeur d'arrivée, mais après tu... Et donc là, après décantation justement, est-ce qu'il y a un peu moins d'amertume qu'hier matin? Oui, après-midi. Oui, forcément, c'est sûr que... Et c'est aussi le fait de reprendre contact avec la réalité, le public, les gens, qui nous aident à avoir un avis plus objectif sur notre course
Et moi, je sais que ça m'a pas mal aidé parce que j'étais quand même pas mal, comme je dis, dans la frustration et le fait qu'il y ait beaucoup de gens et surtout l'équipe. On va leur dire, hein, t'as eu une pénalité de 12 heures qui t'a fait probablement perdre la deuxième place. Hein. On va y revenir en détail après. J'imagine bien qu'on va y revenir, c'est pour ça que je spoil pas tout maintenant. Non, mais du coup, il faut quand même des éléments de compréhension pour tout le monde. Mais ouais, en fait, c'est ces gens-là qui te font prendre conscience que quand même, genre, moi, je suis contente de ma course et je trouve que j'ai bien navigué et que j'ai découvert plein de choses et que c'est chouette. Et du coup, c'est ce recontact avec la réalité et les gens à terre qui te font reprendre conscience. Et oui, aujourd'hui, c'est sûr que je me dis que j'ai fait un chouette truc. Enfin, on a tous fait un truc un peu de fou. On est tous, à part Corentin, malheureux pour lui qui a dû abandonner. On est quand même revenu du cercle polaire. Enfin, c'est assez dingue. Avec des bateaux à peu près entiers. Enfin, on a fait une course hyper disputée. Enfin, c'est trop chouette, quoi. Francesca, c'est toi aussi ce que tu gardes comme sensation, la satisfaction Oui, d'avoir fini la course, de l'avoir bien faite, d'être dans le top 5? Oui, normalement, je suis très exigeante avec moi-même. Donc, juste après de la course, normalement, j'ai une petite frustration, un petit agacement, ouais. Oui, pour tous les erreurs. Mais après un jour, c'est beaucoup de réflexions de los objectifs réels aussi. Parce que clairement, nous sommes skippers de compétition. Tu vas à la compétition pour gagner, pour faire les meilleurs résultats possibles. Et l'objectif, c'est aussi une bonne performance et avec les bateaux, sans se casser les bateaux. Donc, pour moi, oui, après de la course, c'est la plus longue course de ma vie en solo. Oui. Et de toute façon, tu ne vas faire que des premières. Tu ne vas faire que des nouveautés. Clairement. Quoi. Et les bateaux, c'est une bien état. Je n'ai pas beaucoup de gros problèmes avec les bateaux. Et les conditions dures, des vents forts, des grandes vagues, le management des bateaux, c'est bien. Donc, clairement, les résultats, c'est un numéro. À l'intérieur des résultats, c'est beaucoup d'objectifs et de performances. Et pour moi, c'est très, très important. Donc, après un petit repos, une bonne douche et un repas. Il y a beaucoup d'objectifs qui ont été atteints, en fait. Ok, c'est pas terrible. C'est une bonne course. Élodie, je pense que personne n'est vraiment surpris de la manière dont tu arrives maintenant à accrocher le paquet de tête à intervalles très 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 réguliers. Pour ceux qui te suivent depuis le Figaro, on voit bien que c'est pas le genre de la maison de fermer la marche. Mais là quand même, le rythme imprimé par Sam au début, les conditions du début ont été quand même assez rudes et t'étais vraiment dans le match. Est-ce que ça t'a, toi, ta capacité à tenir ce rythme et cette intensité? Hier, Sam, il disait que ce qu'il retenait, c'était que la course avait été extrêmement intense, alors qu'il est parti devant, il a creusé et il s'est fait rattraper juste au dernier moment. Mais sinon, dans cette intensité-là, toi, tu t'es surprise à tenir le rythme et faire mieux que tenir le rythme? Ouais, je pense que la différence de Sam, c'est que j'ai un peu de manque d'expérience et plus d'appréhension, c'est que j'ai pris peut-être plus de temps à bien rentrer dedans, donc c'est un peu échappé au début. Il a fait un Vendée Globe, hein. Ouais. Petite différence entre vous. Donc forcément, moi, peut-être que rentrer dedans comme lui, ça m'a pris un peu plus de temps. J'étais un peu plus... je trouve pas mon mot, mais... Enfin voilà, un peu plus dans le à tâtonner, à prendre les repères, ouais, peut-être. Exactement. Ouais. Et par contre, une fois que j'ai compris que le bateau, tu tires un peu dessus, il n'y a rien qui casse, que c'est OK, que tu vas bien, que tu n'as pas le mal de mer parce qu'on a eu de la mer assez vite, que tu es en forme, que le stress du départ, il est passé. En fait, tu t'appuies sur l'accélérateur tranquillement. Et là, ça tient. Et ça passe. Ça appuie encore un peu sur l'accélérateur. Et en fait, clairement, au bout d'un moment, c'est juste la question de... Alors, faut pas casser le bateau, donc faut doser, mais toi aussi d'être capable de tenir des conditions qui sont dures et qui sont exigeantes physiquement pour le marin. Et moi, je suis plutôt dur au mal et je me suis même surprise à prendre énormément de plaisir à me mettre dans le dur là-dessus et ça avait un côté euphorisant à bord. Et du coup, j'étais là, let's go. Enfin, maintenant, on continue à appuyer sur l'accélérateur. Donc, je pense que ça a été un peu ma force sur cette course. A contrario, par contre, la conclusion qu'on en fait, c'est aussi qu'il va falloir que j'apprenne que le bateau peut avoir peut-être des limites voilà, aussi. c'est ce que j'allais dire. Et c'est ce que m'a dit mon équipe, et je sais que j'en ai parlé avec Massif et qu'ils m'ont dit pareil, qu'il faut... En fait, moi, j'ai la façon de fonctionner d'une figariste où, tu vois, la ligne rouge,
tu vas un tout petit peu derrière, tu vas un petit peu plus pour pousser le bateau. Et là, sur ces bateaux, et surtout dans un objectif de Vendée Globe, c'est l'inverse. c'est l'inverse. Juste en Il dessous. faut y aller un peu en dessous. Et ça, c'est plutôt ce que moi, je dois maintenant apprendre à faire. Mais par contre, c'était aussi un moyen de moi de me challenger, de voir est-ce que j'avais des limites, est-ce que j'allais avoir du mal à tenir ce rythme-là, est-ce que le bateau était capable de le tenir. Et du coup, c'est des choses qui mentalement me permettent de valider une confiance entre moi et le bateau qui était hyper importante. Il y a t'as envoyé une vidéo absolument incroyable dans la remontée dans le bord de Reaching au large dans l'ouest de l'Irlande où tu parles, tu regardes, je pense que tu filmes à l'iPhone quoi, et tu regardes et tu dis la nuit a été difficile et puis tout à coup tu vois ton propre visage, tu fais, ah oui non mais ça se voit en fait, j'ai vraiment une sale gueule et du coup c'est un vrai document pour nous à terre parce que effectivement t'es dans un état de fatigue et ça fait 3 jours que vous êtes partis quoi, mais ça en disait long sur à la fois l'intensité de la course et les conditions dans lesquelles vous viviez. Et t'étais tellement fatigué que t'étais ballotté dans tous les sens dans le bateau et c'était hyper impressionnant quoi. Mais je crois que les gens ont été beaucoup impressionnés par les mouvements des bateaux sur les vidéos et je pense que pour tous les bateaux ça bouge énormément et les gens ont pris conscience que vraiment on vivait et tu dois apprendre à vivre, dormir dans un truc qui ça secoue tout le temps. Tu voles, tu galères à te déplacer, des fois tu es souvent à 4 pattes, donc c'est quand même un rythme qui est compliqué. Et tu le disais, en effet, que ça me disait que l'intensité et le rythme de la course. En effet, moi je pense que j'ai fait des solitaires du Figaro où tu dors pas, tu te pousses vraiment à bout. Je pense que j'ai trouvé cette course plus dure que ce que j'ai donné sur les solitaires parce que il y avait toujours des changements de voile à faire, il y avait toujours des... Et en fait, ça a enchaîné très vite les systèmes météo, c'est-à-dire qu'on prenait un coup de vent. Heureusement, c'était pas très long. On n'était pas sur 5-6 jours où tu étais vraiment dans une grosse dépression. C'était très express, très fort. D'un seul coup, petit répit, petit temps calme. Là, tu manges un peu, tu dors un peu vite. Paf, ça repart, vent fort. Et en fait, ça a été un enchaînement de séquences comme ça. Météo qui a fait que du coup, le rythme à bord, dans les manœuvres, dans les changements qu'il y a à faire et tout ce qu'il faut faire, il y avait les temps morts, ils étaient très petits et c'était dur d'avoir un rythme stable sur du long terme parce qu'en fait, c'était toujours comme ça en dents de scie. Donc ouais, là, franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je l'ai trouvée épuisante cette course. Je crois que Francesca, toi, tu es arrivée vraiment très très fatiguée. Hein. Oui. Tu l'as pas caché. Hein. Ouais. Ça a été très très dur. Oui. Oui, et les derniers jours, j'ai pris la décision de lever le pied. C'était très proche de la côte. Ah oui. Ah oui. Et donc il y avait du trafic, des pêcheurs, du monde. Beaucoup de pêcheurs avec 28-9 de vitesse de les bateaux en la nuit, en le glénant. Et clairement, c'est bien pour les vents, parce qu'il y a beaucoup de vent ici. Mais je n'ai pas dormi pour 24 heures. Sur le final. Sur le final, les derniers jours. Parce que clairement, tu navigues des downwind avec pêcheurs, les cailloux, les bouées. C'est pas possible de dormir. C'est tordu. Mais... Et comment tu as vécu ce qu'explique Elodie, c'est-à-dire notamment la montée, où il y a eu beaucoup d'enchaînements de systèmes différents, où il y avait des phases de mode. Les bateaux vont super vite. Non donc tu vois un autre système super vite. Et oui, c'est pas super facile. Tu as un petit de repos et après, c'est changement de voile et tout, c'est super dur. C'est pas un changement de voile de les Figaro, non? Donc, avec l'adresse, avec Dumas, c'est un process super long. Et toi, tu découvres ça, pas les gros bateaux et les manœuvres, mais de tout faire en solitaire. Enfin, faut rappeler que tu as une expérience olympique d'abord, puis des Volvo, mais en équipage. Oui. J'ai fait une saison en Figaro et super bien parce qu'aujourd'hui j'aime beaucoup des systèmes de solo de le Figaro, mais la majorité de mes carrières c'est avec l'équipe. Donc clairement, un changement de voile et une émoque avec 4 personnes, c'est différent que solo. Et mentalement, c'est beaucoup de préparation, beaucoup de stratégie. Avec, les G0, c'est un petit meilleur de l'équad pour 12 heures. Non, je survivre
et les quads, parce que pour 12 heures, la perte des changements de voile, c'est Alors pas... que sur The Ocean Race ou sur la Volvo, pour une demi-heure, on fait le changement. C'est pas non, le changement, pas de problème. Avec 4%, c'est 9 minutes, tu fais les changements. Ben solo, c'est 25 minutes. Et 25, c'est pas mal. T'es rapide, hein. 30, non? Dépend. Mais c'est clairement, mentalement, c'est 12 heures en la voile et 1 heure totale pour les changements d'un petit but. C'est pas possible. Donc, Alors, parlez-nous un petit peu de la contrée exotique dans laquelle vous êtes allé, où les lumières sont différentes, la faune est différente, les paysages sont différents. T'avais mis la chemise exotique, toi. Voilà. Non, exotique, ça veut aussi dire différent d'ici, quoi, tu vois. La chemise hawaïenne. Voilà. Ah ouais. Alors, dites-nous un petit peu ce que c'est, à quoi ça ressemble le cercle polaire. Nous, on n'a pas eu la chance d'y aller. Dites-nous un peu le spectacle que c'est. C'est bizarre, c'est une place bizarre, non? Avec non, la brume. On n'a rien vu. Ouais, c'est la brume, tu vas solo. Non, tu poke the head. Tu sors juste la tête du C'est cockpit. les planètes Terre, mais c'est une planète différente aussi. Hein, c'est pas. Oui. Ah oui, à ce point-là. Ouais, c'est bizarre. C'est une place bizarre de la Terre. Est-ce que tu y retournerais en vacances? Bah, les isolés, les Faroe Island ou Iceland, oui. En vacances, c'est incroyable, non? Les rocks, les... Alors, en plus, toi, t'es passé entre Oui, l'île. ouais. Oui, de la rocher. Oui, c'est... Je me suis demandé si tu faisais une escale pour les vacances, justement. Oui, Si tu allais boire un je café. sais pas. Ouais, c'est ok. Pour l'été, un petit preview de la vacation. Donc, les îles Féroé, c'est assez austère quand même. Ouais. Elodie, t'es d'accord avec Francesca? C'est-à-dire que c'est un endroit un peu bizarre, un peu étonnant? Ouais, ça avait un côté un peu mystique et lugubre en même temps. On voyait rien. Et en fait, donc t'as le soleil de minuit, il fait jour tout le temps. Mais en même temps, comme t'es dans la brume tout le temps, il fait jamais trop jour, jamais trop nuit. En fait, t'es toujours dans une demi-luminosité qui baisse légèrement, comme si t'avais un petit grain, tu sais, qui passait ici, genre où t'as un peu moins de lumière, et puis ça remonte, ça redescend. Et tu sais plus quelle heure il est, tu sais plus quel jour on est. Du coup, tu te prends plus trop la tête, tu te focalises un peu sur tes trucs. Mais par contre, du coup, c'était hyper humide, mais vraiment hyper humide. Oui. Et ça sert à rien de te changer, hein, parce que tu te changes 5 minutes après, tes sous-couches, elles sont toutes moites. Donc, le sac de couchage, il était moite, tu peux rien faire sécher. Enfin, voilà. Et du coup, juste le froid en soi, il n'était pas si dérangeant que ça, mais c'était vraiment le froid couplé à l'humidité qui faisait que tu es content quand tu tournes le cercle et que tu redescends quand même, et que quand tu vois, en fait, voir le ciel. Quand on a revu le ciel pour la première fois, j'étais là, oh waouh. Ah ouais. Donc, et moi j'ai vu le chouette moment que je garde en souvenir, c'est en passant. Ah oui, t'as vu l'Islande, c'est ça? Ouais, hein? sous l'Islande, là, tu sais, dans l'accélération Oui, du vent, ouais. ça s'est dégagé et genre il y a eu juste un petit rayon de lumière et j'ai vu juste à l'horizon tous les sommets de l'Islande avec la neige et tout. C'était trop beau, Ouais. magnifique. Ouais. Et c'est le seul moment où t'as vu une terre en fait, sauf en redescendant où tu t'as retrouvé, mais sinon toi t'es passé près des Féroé Je suis passé dans l'est. T'es parti ouais. quand t'étais deuxième juste Mais derrière, exactement. ça, Ouais, mais si, vous je êtes les ai passé à vus. l'est. Ouais. Mais comme moi c'était à Montvent et que côté cockpit à Montvent il est fermé, je ne les ai pas vraiment vus, donc pas de photos des Féroé. Très bien. Comment vous avez géré cette marque de parcours, qui n'en est pas une, qui est le cercle polaire? Comment vous avez fait? Vous avez mis... parce que Sam Gutschan nous disait hier, à juste titre, que tout le monde pouvait avoir des stratégies différentes, mais au final, tout le monde était passé au même endroit, à peu près. Ouais. Vous avez fait quoi? Vous aviez mis un waypoint à un endroit, vous avez essayé de router pour être particulièrement intelligent parce qu'il y avait un truc à faire. Comment vous avez géré ce nouveau paramètre qui est l'une des particularités de cette course, quoi? Il n'y a pas de marque à virer, mais le cercle polaire à franchir. Un mix non, entre le routage et la météo générale. Pour moi, c'est... ma philosophie, c'est l'approche première avec la météo générale et sans les bias de le routage. Parce que c'est beaucoup de... OK, c'est... La pression bas ici, la pression basse ici, c'est la dorsale ici. On a vision générale
sans l'idée, ah oui, le routage, c'est ici. Et après, c'est beaucoup de travaux de routage. Mais au final, avec les mêmes situations météo et beaucoup de bateaux close, non? Étaient prêts les uns les autres, ouais. Les décisions stratégiques, c'est pas super différentes parce que c'est le même système général de la météo. Donc, oui, c'est un petit peu la décision stratégique en la positionnement. De positionnement, ouais. Oui, avec la flotte, avec les bateaux, avec les Faroe Islands à la gauche, à la droite. C'est une petite décision ici, mais la générale, pour moi, l'idée que les premières, c'est à l'ouest et les deuxièmes bateaux, c'est à l'est. De l'autre côté, c'était pas possible, ouais. C'est pas en réalité. Il y a un schéma qui vous contraignait pas mal dans le choix du point de passage. Ouais, il n'y avait pas beaucoup d'incertitudes sur plein de routes différentes. Finalement, et puis finalement, ce qu'on a fait, c'est aussi un peu de la route directe et de la plus courte. Enfin, ça a été dicté, comme tu dis, par la stratégie générale météo, mais aussi de faire quand même assez simple. Et du coup, on est tous passés au même endroit quand même, à peu près. Alors la redescente, celle-là, elle était un peu plus intéressante du point de vue stratégique. Il y avait notamment le fameux choix de passer à l'intérieur ou à l'extérieur du canal du Nord. Alors j'ai relu les communiqués de Francesca pour préparer cet épisode. Et Francesca, toi tu dis, bon, moi, a priori, je vais quand même plutôt passer à l'extérieur. S'il faut vraiment passer à l'intérieur, parce que c'est vraiment mieux, je passerai à l'intérieur. Mais quand même, je pense que ce serait plus raisonnable de faire à l'extérieur. Alors, tu avais un petit décalage avec Elodie et avec Sam. Et toi, Elodie, je crois que c'était l'inverse, quoi. Le choix était tellement intéressant de passer à l'intérieur. Est-ce que vous avez des regrets dans vos choix de passer pour l'une à l'extérieur, pour l'autre à l'intérieur, ou est-ce que vous assumez ces choix-là et vous êtes content avec ça? Elodie, tu veux commencer? Moi, je me suis même pas posé la question de si je ne devais pas y aller. Et c'est quand j'ai vu les communiqués des autres en mer, genre Ambrogio qui disait non mais quand même il faut prendre en compte le trafic, la mer, les courants. Et quand j'ai lu tout cela n'est pas très raisonnable. Que les autres hésitaient, je me suis dit est-ce que est-ce que tu devrais pas hésiter aussi, quoi? Est-ce que je devrais pas me poser plus de questions et est-ce que je suis pas trop naïve et trop insouciante sur ce que je vais faire? Et je me suis dit mais non, j'ai pas de doute. En fait, le seul truc qui me faisait peur, c'était la fatigue accumulée parce que tu navigues quand même proche des côtes, donc ça demande d'avoir de la vigilance. Et du coup, je me suis posé ces questions après avoir lu leur communiqué de presse. Et ce qui m'a confortée, c'était de se dire que l'endroit où j'allais être le plus proche des côtes, c'était de jour. Parce qu'en fait, les coups de barre, tu les as la nuit. C'est la nuit que tu piques du nez, c'est la nuit que c'est dur, c'est la nuit que tu risques de pas te réveiller. La journée, ça, c'est quand même vachement moins probable. Et comme toute la partie un peu dangereuse, je le faisais de jour, ça m'a confortée dans mon idée qu'il n'y avait pas de questions à se poser, moi. Et du coup, je suis hyper contente parce que ça a donné un peu de piment à la course. Je passais mon temps à router les autres concurrents aussi de l'autre côté, chose que sinon, si tu ne le fais pas, en fait, si tu es dans la même stratégie, je pense que j'ai quand même routé. Bon, alors, j'ai pas perdu beaucoup de temps, mais 2-3 fois en Brogeo pour me rendre compte. Et c'était chouette parce qu'en fait, jusqu'à la fin, ça payait pas, mais on savait que c'était à la fin que ça allait payer. Donc, j'étais contente parce que j'étais rentrée un peu dans un truc à défaut de beaucoup me référer aux autres, de des fois plus trop m'écouter. Et là, depuis le début de l'année, c'est un peu mon leitmotiv de me dire t'es à l'initiative. Faire des choix individuels et en fait, ce qui fait marcher, c'est d'être à l'initiative, de déclencher, d'avoir de l'audace, d'essayer. Et c'est aussi ça qui te fait apprendre, en fait. Et du coup, je suis contente d'avoir fait partie des gens qui ont testé cette option, moi. Francesca, toi, comment tu as vécu ce passage-là? Moi, ma intention, après les Circle Arctique, c'est de faire à l'intérieur de les channels. Mais les erreurs plus grandes, c'est que j'ai changé d'idée très tard. Très tard. Ouais, et on t'a vu passer à travers les zones de protection des cétacés, t'as salonné. Oui, c'est vrai qu'Ambrose disait j'ai pas eu. Pour moi, c'est vrai. Non, c'est la décision meilleure. C'est la route directe. Oui, clairement, c'est beaucoup de trafic, mais
c'est beaucoup de trafic ici aussi. Donc, clairement, c'est pas des... Et alors, Mais qu'est-ce qui pour t'a moi, fait... les problèmes, c'est les retards avec les routages. Et parce que, clairement, Elodie, elle va très vite et avec les timings, je pense que c'est un très bon timing pour l'intérieur de l'échanal, et pas de problème. Et pour moi, les retards, c'est grand. Et donc, l'échanal, c'est pas intéressant. moins rentable que ça, ouais. Oui, parce que c'est petit compliqué, clairement. Plus, et sans les avantages de les vents. Ah, oui. Donc, ça, non, c'est pas une bonne solution. Mais l'erreur, c'est la décision très Trop tard. tard. Et pour moi, c'est une des 3 points clés de ma course. C'est la décision de l'Ouest-Est. Le meilleur, c'est, OK, après de la jibe en Islande, oui, routage, oui, je vais tard. Ouais. C'est pas une solution. Ouais, parce Je que ne pense pas aller à fond. du coup, depuis l'Islande, tu fais une route qui te fait rentrer à l'intérieur du chenal et puis tu décides au dernier moment de changer. Et avec tous les la zone de biodiversité. Ouais, c'est ce que je disais, voilà. On t'a vu slalomer au travers. Oh là, c'est nightmare de nuit. Un cauchemar, Moi, ouais. j'ai pas réussi à savoir jusque la dernière zone si t'allais y aller ou pas. J'actualisais et je disais elle y va plus, elle y va, elle y va plus. Non. Et clairement, une erreur. J'ai perdu beaucoup de milles, perdu beaucoup de white hair. Des cheveux. Ouais, Tu t'es fait des cheveux blancs. Ouais, des frustrations, beaucoup de frustrations. Parce que c'est un big mistake. Alors Elodie, toi c'était un choix assumé, logique, cohérent, mais c'est aussi un choix qui du coup t'a fait passer dans le fameux DST du Chenal du Nord. Alors est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire, parce que c'est un peu complexe à comprendre, hein, c'est que les DST, les dispositifs de séparation du trafic, sont des zones officielles qui sont pour certaines reportées sur la cartographie officielle de la course, et donc on sait que c'est une zone interdite, mais elles sont toutes interdites partout dans le monde en course, quoi. Tu n'as pas le droit d'y passer, et sauf que le DST du Chenal du Nord n'était pas reporté sur la cartographie. Donc en fait, tu ne pouvais pas forcément savoir que c'était une zone à ne pas traverser, et en même temps, ces zones-là ne sont jamais à traverser. J'ai essayé de résumer avec mes mots l'histoire. Évidemment, c'est facile à dire depuis un siège juste avant l'apéro. Voilà. Ouais. Mais c'est un peu plus compliqué, c'est un peu moins limpide quand t'as 5 jours de course dans les pattes et que t'es un petit peu dans le jus. Donc du coup, t'as traversé cette zone-là, ça tu ne le contestes pas. Mais en revanche, la sanction était très lourde, 12 heures sur une course de 8 jours, ça fait beaucoup. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu d'abord est-ce que cette séquence-là où tu traverses cette zone-là, tu t'en rends compte, et ce qui n'est pas forcément clair pour tout le monde, c'est comment ça marche un jury à distance où il y a réclamation, tu te défends, tu as essayé de réouvrir le cas, c'est sur le tableau officiel de la course. Voilà, c'est un petit peu long, mais raconte-nous de l'intérieur comment cette séquence-là se passe, sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, mais je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir ton point de vue de l'intérieur, quoi. Mais surtout, moi j'essaye aussi du coup d'en tirer j'essaye aussi d'en tirer des expériences, et rien comme tu dis de vivre ma première réclamation depuis à bord. Je me suis dit voilà, c'est quelque chose qui peut arriver sur un Vendée Globe. J'avais pas envie de le faire, cet exercice, mais je l'ai fait aussi, et ça, même si ça m'a pas apporté beaucoup de positif, c'est quand même des choses qui font partie d'un apprentissage. Tu parles d'avoir la lucidité au bout de 5 jours de course, savoir rentrer dans cette zone. En fait, ça serait arrivé le premier jour de course, je l'aurais fait aussi cette erreur, parce que j'étais foncièrement persuadée que les DST qui n'étaient pas listés n'étaient pas des zones qui étaient interdites. Et en fait, la subtilité, donc, c'est que dans les instructions de course, il y a des annexes avec des DST qui sont listés avec les coordonnées. Que vous reportez sur votre cartographie électronique. Et que nous, on met sur notre logiciel de navigation. Et en fait, il y avait un autre paragraphe. Donc en plein milieu, les IC, c'est un document qui fait quand même 40 pages. Et puis il faut quand même imaginer que notre travail avant de partir sur une course, c'est pas que lire les IC, il y a plein d'autres choses à faire. Et en fait, il y avait un paragraphe qui parlait de ces zones interdites, qui disait donc toutes les zones interdites listées en annexe, les zones référencées sur les documents nautiques comme étant interdites, donc c'est des zones de pêche, des parcs à moules, des choses comme ça. Et tous les DST sont interdits. Et en fait, ce mot « et tous les DST sont interdits », je l'ai raté, je ne l'ai pas vu. Et donc, avant de partir sur la course, j'étais foncièrement persuadée, et je me suis même renseignée et j'ai demandé à des personnes. Du coup, les DST qui ne sont pas interdits,
j'ai le droit de naviguer dedans en respectant les règles du RIPAM de navigation dans un DST. On est bien OK. Donc en l'occurrence, il faut les croiser à 90 degrés. Exactement, ou naviguer dans ta passe montante ou descendante. Donc moi, j'y ai plongé à fond dedans, persuadée que c'était bien, en respectant bien le DST. Et encore, finalement, j'avais pas toutes les subtilités des règles du RIPAM. J'ai navigué entre les 2 passes montantes descendantes, chose que je n'avais pas le droit. J'apprends beaucoup de choses. Le RIPAM, c'est une réglementation internationale pour prévenir les abordages en mer. Exactement. Voilà. C'est une règle de fonctionnement partagée dans le monde entier. Voilà. Exactement. C'est pas lié à la course. C'est pas une règle de course. Souvent, les RIPAM sont inclus dans les règles de course, mais c'est des réglementations qui existent en dehors des courses. Exactement. Et donc voilà, moi j'étais persuadée d'être dans mes clous, j'étais contente, je faisais mes petits empanages, la vie était belle jusqu'à ce que je reçois ce mail. Donc là je me dis flûte, j'ai fait une erreur, c'est comme ça. Je vais m'armer de mon courage, je vais trouver mes meilleurs arguments face au jury. Alors là, en plus, tu peux pas être assisté. Souvent, les réclamations, tu as le droit d'être assisté quand tu passes devant un jury. Mais là, tu es toute seule. T'es toute seule. Tu peux pas demander à ton équipataire de te faire le brief juridique. Ouais, tu as déjà beaucoup de choses à gérer et il faut que tu réfléchisses bien à tes arguments. Donc j'ai passé des heures derrière les IC à relire, à lire les règles de course à la voile, à essayer de comprendre. Et donc moi, ce que j'ai mis en avant comme subtilité, donc c'était un peu ce quiproquo de se dire pourquoi il y a des annexes qui lisent des zones interdites et d'autres qui ne le sont pas. Certes, l'erreur je l'ai fait, mais il faut peut-être admettre que du coup il y a un peu une illogique qui m'a amené à moi à faire une mauvaise interprétation qui est de mon erreur, mais voilà. Et après j'ai essayé d'expliquer pour des questions de sécurité que je trouvais que ce DST, en fait, l'entrée dans le passage dans la mer du Nord est très peu large et en fait l'éviter. Ça m'a réussi à le faire parce que lui il est arrivé avec du vent plus à gauche, donc il est passé en bord direct. Moi j'étais au portant, donc je devais tirer des bords, donc en fait avec 25-30 nœuds et de la mer, en fait cette entrée elle était vraiment pas grande et c'était au niveau sécu assez dur de pas passer dans ce DST. Mais donc voilà, le fait est que je suis rentrée dedans, donc on a fait cette instruction en mer. Alors juste l'instruction, c'est-à-dire que tu n'as pas la sanction tout de suite. Le jury, alors je sais pas si c'est le comité de course ou le jury qui te... Donc en fait c'est le comité de course qui a réclamé contre moi parce que je suis rentrée dans cette zone. Donc là on te dit vous avez commis une faute, on va vous entendre pour savoir pourquoi vous l'avez commise. Exactement. Et donc là c'est le jury international qui est donc le juge qui va poser des questions donc à moi, au comité de course. J'ai le droit de poser des questions au jury aussi pour soulever des argumentaires. Le comité de course a le droit aussi. Et donc, c'est un triptyque où on a chacun les questions et les réponses des uns des autres. Et le jury n'appartient pas à l'organisation de la course. Faut bien le préciser. Ils sont nommés par la Fédération française de voile. Ouais. Et ils sont indépendants. Et j'avais jamais fonctionné. Moi, c'était la première fois que je fonctionnais avec un jury international. D'habitude, sur la solitaire de Figaro, c'est un jury qui est là pour la solitaire. C'est des gens qu'on a en vrai. Et le jury international, petite subtilité juridique, il n'y a pas d'appel. Ouais. Et donc voilà, et donc en gros je sors tout mon argumentaire. Petite anecdote quand même, ils ont posé la question au comité de course à leur avis à combien ils estimeraient la pénalité que je devrais avoir. Ah oui, et l'autre argumentaire c'était de dire que ça ne me faisait gagner aucun temps ni distance de traverser ce DST. C'était vraiment parce que c'était la passe la plus simple et que je pensais que c'était ok, mais c'est pas comme si ça barrait la route et que plutôt que de le contourner, je l'ai coupé. Ça ne me faisait absolument rien gagner. Et du coup, souvent dans ce cas-là, en fait, le jury arbitre dans une plage de pénalités possible et définie avant la course. Est-ce qu'elle l'a fait volontairement? Dans quel contexte? Pourquoi? Comment? Est-ce que ça l'a fait gagner? Est-ce que ça l'a fait perdre? Melting pot de tout ça. Et ils en prennent un taux horaire. Et donc, ils demandent l'avis avant ça au comité de course. Combien vous estimez qu'il faudrait lui mettre de pénalité? Le comité de course répond 45 minutes. Je me dis, je vais pas trop mal m'en sortir. T'es en copie de ces échanges-là? Je suis en copie de ces échanges-là. Je me dis, je vais même essayer de négocier 30 minutes. Donc, je trouve des argumentaires pour négocier 30 minutes. Je me dis, je suis super forte en égo en plus. J'ai petit moment d'excès de confiance probablement. Et en fait, quand la sentence tombe de 12 heures, je te promets que j'étais persuadée que c'était une erreur de frappe ou qu'il y avait un problème. C'est 12 minutes, ouais. Ouais, je me suis dit, c'est pas possible, réellement, c'est pas possible. Et franchement, j'en ai même pas pleuré tout de suite. J'étais juste sous le choc de me dire, mais ça peut pas être 12 heures. Je comprends vraiment pas pourquoi c'est passé sur 12 heures. Et en fait, ce que j'ai aussi compris à l'arrivée de la course, de pourquoi donc le jury a estimé que, en fait, j'avais pas assez bien préparé ma navigation. Donc, ils ont choisi. Donc, la peine, en gros, pouvait aller de 2 à 24 heures. 2 heures à 24 heures. Et du coup, ils se sont dit, on veut lui mettre à peu près la moitié parce que elle a pas bien préparé sa course, elle a pas bien navigué, même selon les règles du RIPAM dans le DST. Enfin bon, ils m'en ont collé un peu tout ce qu'ils ont pu finalement. D'ailleurs, tout l'argumentaire que j'ai essayé de faire pour me défendre, ils me l'ont retourné à l'inverse et ça m'a plutôt rajouté des heures. Donc apparemment, je suis vraiment pas forte en égo. Meilleure négociatrice que toi, quoi.
Et tout ça se fait par email, hein, pas par téléphone. Ouais, et prend du temps. Donc, et pas en visio, quoi. Et c'est du temps entre chaque échange d'email où t'es dans l'attente, t'es dans l'incompréhension, t'as pas les réponses, tu sais pas, et en même temps, faut continuer à naviguer et rester dans sa course et pas se déconcentrer de sa course parce que, en fait, tant que le truc il est pas fini, le verdict, t'as toujours un espoir d'améliorer les choses. Et ce que j'ai aussi appris à l'arrivée, en fait, c'est que la différence, c'est qu'ils sont basés sur des IC du Vendée Globe et qu'en fait, cette tranche horaire de 2 à 24 heures, c'est à l'échelle d'un tour du monde de 70 jours. C'est l'échelle d'un tour du monde de 70 jours. Et du coup, mon sponsor a calculé, en gros, ce qu'on m'a demandé de faire 12 heures sur 8 jours, ça correspond à une pénalité de 4 jours et demi sur un Vendée Globe. Donc en fait, il y avait des erreurs de disconcordance dans ces IC qui a fait que la proportion de cette pénalité, elle était complètement disproportionnée. Mais encore une fois, on est en contact avec un jury qui est indépendant et qui répond à des questions, à des faits, et en fait qui coche des cases dans un tableau Excel pour donner cette pénalité. Et du coup, oui, j'ai été abasourdie et j'ai senti une énorme injustice parce que je trouve que cette décision, elle est complètement disproportionnée du fait justement que c'était à l'échelle d'un Vendée Globe la tranche qui était donnée. Et en fait, elle me fait sortir de ce combat final pour le podium. Et donc t'es deuxième derrière Sam à ce moment-là. Hein. Ouais, l'option se recoupe, je croise devant ceux qui sont passés dans l'Ouest de l'Irlande, donc petite satisfaction personnelle. À ce moment-là, j'ai fait la demande de réouverture justement pour mauvaise interprétation du jury et justement dire que c'était trop important. Et j'attends jusqu'au lendemain à 10h, donc toute la nuit, de savoir si le jury accepte la demande de réouverture. Donc je fais toute la nuit en continuant à naviguer en me disant... Je sais pas, en gros pour le moment je n'ai pas à faire cette pénalité tant qu'il n'y a pas la réponse sur cette réouverture. Et donc ils m'ont donné la réponse à 10h en me disant que ça ne serait pas réouvert et que là je devais m'arrêter du coup 12 heures hors course pour faire cette pénalité. Et donc je me suis arrêtée dans le golfe de Gascogne au moment où j'avais Sam Goodchild quand même sous mon vent en visu. Et ah oui, tu l'avais en visuel. Je l'avais en visuel au moment où je me suis arrêtée. Donc c'est alors pour mémoire, c'est la phase où ça mollit fort devant les Sables d'Olonne, enfin devant à 80 000 Sables d'Olonne grosso modo, et dans l'ouest où ça mollit fortement. Et là en fait tu décides, on voit sur la carte, tu repars plein ouest. Qu'est-ce qui fait que tu repars plein ouest et plutôt que de rester en statique, c'est pas plus intéressant de rester juste GV haute et de... J'ai choisi j'étais GV haute. Donc j'ai choisi de m'arrêter en fait dès que j'ai eu la réponse de la pénalité et que j'ai vu que de toute manière il y avait une zone sans vent devant qui nous faisait ralentir, je me suis dit maintenant il faut la faire de toute manière, maintenant c'est le moment le plus propice, c'est évident. Et j'attendais aussi avec impatience la réponse parce que j'arrivais sur le plateau continental et qui dit plateau continental dit pêcheur, bouée, filet, danger, et en fait ça fait 8 jours que t'es en mer. Tu viens de passer les dernières 24 heures émotionnellement hyper compliquées. J'étais franchement physiquement et mentalement vraiment à bout. Et je me suis dit, en fait, au niveau sécurité, mais ils peuvent, c'est inconscient de me laisser 12 heures comme ça parce que je tiens plus et j'étais vraiment vidée de chez vidée. Et du coup, j'étais en train de les presser en disant, j'attends la réponse parce que là, j'arrive sur le plateau continental et en fait, ma ligne d'arrêt, elle est pile sur la transition où il commençait à y avoir des bouées. Et j'ai choisi de faire demi-tour pour m'en écarter pour pouvoir faire 12 heures sur lesquelles j'ai pu dormir avant de revenir. D'accord, très bien. Alors, quelle leçon tu tires de tout ça? À part qu'il faut lire à fond les IC. Que je ne ferai plus d'erreur sur la lecture des IC, en effet. Non, franchement, ça a été très dur, cette notion justement de ressenti d'injustice. Mais j'avais vraiment pas envie d'en redonner cette image de sportif qui arrive frustré, énervé, en colère, parce que ça reste un sport et que, en fait, ce que je disais, c'est que des injustices dans la vie, il y en a plein et des bien pires. Et en fait, surtout dans le contexte aujourd'hui de Charlie, en fait, moi, je peux pas arriver en me plaignant corps et âme d'une injustice comme celle-ci parce que, en fait, ça me gâche ma course, mais c'est que ma course finalement que ça gâche et ça m'aura quand même, enfin, comme dit Francesca, au-delà de l'objectif du chiffre, du score, il y a tous les sous-objectifs qu'on a derrière que j'ai quand même en réalité validés. Donc finalement, il y en a plein du positif. Et je pense que mentalement, ça m'a quand même bien fait progresser parce que j'ai passé quand même 2 jours à essayer de gérer beaucoup de choses en même temps et en même temps d'être concis, d'être clair, que mes mots ne dépassent aussi pas les sentiments que je ressentais qui étaient compliqués à gérer. J'ai eu 12 heures d'introspection sur moi-même pendant ma pénalité. C'est une sacrée expérience en fait. Hein. Ouais, complètement. Et comme je te disais aussi, l'expérience de vivre cette instruction en mer, parce que sur le Vendée Globe,
ça peut vite arriver. La rupture d'un petit plomb de scellé à l'intérieur du bateau, on doit faire la pénalité en mer. Donc, c'est des choses qu'on souhaite pas vivre, mais par contre qui me montrent comment ça se passe et comment ça fonctionne si ça doit se réitérer, mais pas dans le cadre des instructions de course. dont tu décortiqueras chaque ligne et chaque paragraphe sur n'importe quelle course. Ouais, ce sera ma Bible pendant le mois précédent le départ de la course. Exactement. Francesca, toi, tu as regardé ça de l'extérieur, tu as vu ce qui se passait de l'extérieur. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tu es passé plusieurs fois en jury, tu as l'habitude de la réclamation. When que had l'intention de naviguer le canal du Nord, et j'ai posé la demande, la question à la DC. D'accord. Et pour le DST. Ah d'accord, très bien. Et pour le DST, c'est un DST forbidden pour la course. Interdit, c'est bien avec les RIPAM rules. Et non, c'est forbidden for race course. Ok, ça marche. Parce que première leçon, quand tu as un doute, t'appelles la DC. Ouais. Non, parce que la DC, c'est la direction de course. Super clair en l'instruction de course. Dans les instructions de course. Parce que tu as l'annexe de l'arrière, mais c'est une petite ligne que c'est tous les destins. Ok, c'est tous les destins de l'annexe ou c'est tous les destins de tout le monde. Donc, pour moi, il y avait une ambiguïté, quoi. C'est pas super clair. Et j'ai posé la question. Et en le tracker, en l'outage, j'ai vu Sam qui fait la route extérieure de DST. C'est bon. Et quand j'ai vu Elodie à l'intérieur de la DST, ça va. Manon. Mais la pénalisation, c'est un choc. Ouais. C'est ok, wow, c'est clairement disproportionné. C'est une pénalité, mais c'est une pénalité de 1-2 heures. Il m'a vu ça 1-2 heures avec la molle en la finale de la course. Pour elle, c'est pas un problème. Ça paye encore plus cher. C'est pas avec les bateaux flottants et la molle, à 1 heure ici, elle est en même position, c'est pas un problème. Ouais. Et quand on a vu c'est 2 heures, c'est pas. 2 heures. C'est brutal. Et pour moi, Elodie, c'est les meilleures performances de la course. NLO. Clairement. Et Sam, performance, c'est très bien, mais c'est normal. Non, la perte de Sam, c'est normal. Il a beaucoup d'expérience. Il fait le Vendée Globe. Il y a un bateau qui c'est les bateaux meilleurs préparés de la flotte, honnêtement. Et pour moi, la course d'Elodie, c'est la meilleure performance NLO de toute la flotte. Et agressif, avec décision très claire, avec une vitesse super bonne en toutes les conditions, et positionnement de la flotte très précise. Pour moi, oui, clairement, terminer 4, c'est pas les rêves pas bien de la payé. course, j'imagine. Mais la performance, c'est pas les mêmes que les résultats. Et pour moi, c'est une performance incroyable. Alors, vous commencez à bien me connaître parce que vous faites exactement le même classement qu'à la Mille Race, hein, 4e et 5e. Ça va changer. Ça va changer. On sait pas dans quel sens, mais ça va changer. Attention à ceux de devant. Avec les 2 heures, après Elodie, hein. Parce que du coup, t'as raconté, Elodie, que tu t'étais fixé comme objectif de, quand même, de reprendre la 4e place à Francesca une fois que t'as pu reprendre ta route. Dans cette c'était très très mou encore, hein, mais moi je suis partie comme j'étais un animal à bord du bateau. J'étais là, Francesca, je suis désolée, je t'adore, mais là tu sais, c'est un animal qu'on a retenu pendant 12 heures et qu'on a relâché. Non, mais pour moi, le positionnement de la pénalité, c'est intelligent aussi, hein, parce qu'avec l'angle del vent et l'approche del final de la course, pour moi, c'est... j'ai fait un petit routage avec les positionnements. Bon, clairement, je ne sais pas les polaires d'Elodie, mais un routage idéal, ça, c'est proche. C'est aller vent bien et avec des angles ici. Et c'est une super bonne décision.
de la ligne, del segment de la. Sachant qu'Elodie, toi, t'étais au large et que Francesca, elle arrivait par la côte. Hein, Ouais. donc c'était vraiment le. Ouais. Il fallait voir ça de loin, quoi. Hein. Très bien. Une petite dernière question pour conclure cet épisode. Qu'est-ce que vous avez le plus appris sur cette course-là ? C'est quoi la leçon principale pour vous sur ces 8 jours qui en valent probablement 15 hein, en termes d'intensité et de rythme? C'est quoi ce que vous avez appris que vous ne saviez pas avant cette course? Non, j'ai un. Ouais. Vas-y. Oui. Je préfère une erreur avec la décision claire et après, c'est ma décision, mais c'est une erreur. Ouais, ça marche, pas de problème. Plutôt qu'hésiter. Qu'une erreur parce que la décision, c'est confusée. Pour moi, c'est la clé de la course et c'est super frustrant. Donc c'est le fameux choix du passage à l'intérieur ou à l'extérieur du c'est Canal du Nord. c'est seulement les... Ouais, tout à fait. It's not the only one. Oui, ok. C'est pas la seule. Ouais. Ah, très bien. Ça marche. Et toi, Elodie? Il y a tellement de trucs. Si t'imagines, on vient de vivre un truc pendant 8 jours avec 3 millions de choses différentes. Ouais. Tu me demandes quelque chose de difficile, là. Mais je dirais que... Et du coup, c'est un peu l'objectif, justement, d'avoir ce... En fait, je sais que le bateau va vite, je sais que j'arrive à tenir la marée, et ça va plutôt être, du coup, de trouver ce rythme, justement, plus de figarisme, mais de ça y est, je suis skipper immoquiste. Ça y est. Et de savoir doser, en fait, maintenant, et de savoir bien gérer un rythme plus constant. En gros, tu maîtrises le rythme bourrin, quoi, pour faire simple. Et maintenant, il va falloir faire un peu plus de finesse. Je résume. C'est bien résumé. Parce que le bord de sanglier, ça marche en Figaro, mais ça peut ne pas marcher en IMOCA. C'est ça ? Ouais, ça, tu peux vite beaucoup perdre. Donc, ça va être maintenant de savoir. Du coup, c'est un enseignement précieux quand même. Ouais. Hein, sur ces machines-là, c'est. Si tu veux gagner la course, la première, c'est terminer la course. Hein. Ouais. Avec les bateaux. Mais moi, c'est pareil, j'ai jamais fait des longues courses. Enfin, tu vois, Francesca, elle dit que c'est sa plus longue course qu'elle a fait en solitaire. Moi, c'est pareil. Du coup, c'est un apprentissage, un gros point d'apprentissage pour rentrer dans cette notion justement de course au large sur de la longue durée et dans un objectif de Vendée Globe. Et le sens du rythme, en fait, est effectivement crucial. Très bien. Et ben, bravo pour ces expériences et pour ces œuvres. Bravo, Francky. Bravo. Et puis c'est sympa de voir qu'il y a eu une aussi bonne ambiance entre vous à terre, à terre en mer. Je pense qu'en mer vous faites pas de cadeaux, mais à terre en tout cas c'est très sympa. Ah, la mer c'est une bonne ambiance ici. Hein. Ouais. Oui, nous. On s'envoyait des petits Un messages. petit Ah oui, message. très bien. Ouais, sympa. Oui. Et il paraît que vous regardez l'horoscope avant le départ toutes les deux. Ouais, c'est devenu un rituel. Ouais, c'est mais le peut-être rituel. que si c'est le rituel qui nous fait finir toujours 4 et 5, on So va arrêter. on va arrêter le rituel, oui. Ouais. Nous va avec un nouveau rituel. Un nouveau qui fait 1 et 2. Oui. Ce serait pas mal. Ouais, Ah, c'est pas pas mal. mal. Ouais. Super. Et ben, merci beaucoup. Un grand merci d'être venu dans ce dernier épisode spécial de Pause Report. Un grand merci à toutes les deux pour votre participation. Un grand merci à l'hôtel Vertim au Sable d'Olonne qui nous a accueillis dans 2 endroits différents. Il commence à faire chaud. Il y a une piscine à côté. Et on a le droit à un spritz ou pas du coup? Je pense qu'on doit pouvoir mettre un ou deux spritz sur la note de frais de l'émission. Il y a une piscine aussi juste à côté si vous voulez faire un petit tour après. Merci à l'IMOCA qui était partenaire de ces 5 épisodes délocalisés au Sable d'Olonne. Et merci évidemment à l'équipe de Polarise. Toi, Éloi, j'ai dit Polarise et pas Polarize. À Éloi Stichelboat et le jeune Julien Champollion qui sont derrière l'ordinateur à la régie et derrière les caméras. Merci à tous et à très bientôt. Salut!